présenter la commission prospective d'abord, avant de vous parler de l'étude Chronos. Et puis ça me permettra d'alimenter encore un peu le teasing. Quelques personnes m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est que Chronos à part un dieu qui est le maître du temps, c'est aussi autre chose, mais je vais vous en parler dans quelques instants. Alors finalement, le premier point, c'est pourquoi une nouvelle commission et pourquoi l'orienter sur la prospective. Bon, il y a deux raisons majeures. Il y a une première raison de contexte, c'est que vous le savez, hein, nos entreprises évoluent. Le contexte dans lequel elles évoluent change lui aussi, et c'est loin d'être terminé. On a parlé de la situation financière des collectivités territoriales en se disant que finalement ça allait un peu mieux. Ça va un peu mieux sur un fond qui n'est pas forcément encore idyllique. Et ces contraintes financières, c'est celle de nos donneurs d'ordre, c'est celle aussi des usagers. Un autre point dans le contexte, c'est que finalement toutes les attentes des territoires sont loin d'être homogènes. Placés dans une même salle, la maire de Paris et puis quelques autres maires de l'agglomération francilienne, vous verrez à quel point ça peut détonner. C'était la semaine dernière au pavillon de l'Arsenal pour le vernissage de l'exposition sur les routes du futur dans le cadre de l'appel à idées que le Forum métropolitain du Grand Paris avait lancé sur le devenir des voies et boulevards périphériques. Bon, ben, tout ça, ça montre qu'il y a de la tension, il y a des attentes différentes et qui s'expriment, y compris de manière non feutrée. Les usages, en fait, se changent, se révolutionnent. Peut-être que vous avez entendu passer cette annonce sur un projet de décret qui viserait à faire des nouveaux véhicules individuels, sous-entendu les trottinettes et tous les objets de glisse, des objets qui rentrent dans le code de la route. Et oui, les trottinettes aujourd'hui sont considérées comme les piétons. Elles doivent et elles peuvent circuler sur le trottoir à une allure de 6 km/h, ce qui est absolument impossible. Ben, on va les faire évoluer, les faire rentrer dans la catégorie des véhicules. Et ben, tout ça, ça va aussi bouleverser le monde des infrastructures. La digitalisation, les défis écologiques, la transition énergétique, enfin, bon, j'en passe. Le monde change. Et ces changements, pour ne pas les subir, il faut essayer de les penser, il faut essayer de les anticiper, et puis en espérant toujours peser sur eux. Et c'est ça le sens de la prospective. On peut analyser le champ des possibles, on peut imaginer des futurs souhaitables, mais on doit surtout orienter l'action. Et bon, sans que j'ai partagé cela avec les membres de la commission, mais je pense que certains d'entre eux qui sont dans la salle souscriront à cette phrase, on pourrait inscrire l'action de la commission prospective sous les auspices de Saint-Exupéry qui disait « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible ». Et c'est vraiment ça qu'on a envie de faire, c'est essayer de ne pas subir, essayer plutôt d'orienter, et tout ça dans un sens qui nous arrange. Et c'est mon deuxième point, c'est que le contexte évolue, change, etc., mais on est légitime à intervenir dans ce contexte-là, puisqu'on est partie prenante d'un écosystème plus global d'acteurs de la mobilité. On est pleinement légitime parce qu'on est porteur d'une infrastructure qui est au cœur de toutes les mobilités. Donc on participe dans la commission prospective à installer ce mot d'ordre, si on était communicant, on dirait cette baseline. Bon, si on le dit à la française, ça fait un peu bizarre, mais c'est quand même ça. La route au cœur de toutes les mobilités. Et on n'est pas les avocats d'un mode plutôt qu'un autre. Et c'est vraiment ça qui nous intéresse. Finalement, là derrière, la question, c'est quelles sont les infrastructures nouvelles et quelles sont les adaptations des infrastructures existantes qu'on doit réaliser, qu'on doit penser pour accompagner les transformations de la mobilité dans les territoires. On n'est pas francilien, on n'est pas parisien, on a une réflexion qui est pleinement territoriale, ce qui la rend d'autant plus complexe. Alors, je vais, malgré cette complexité, et c'est simple de dire, commençons par la complexité, je vais quand même essayer de vous donner deux, trois éléments sur, finalement, comment on a travaillé sur ces 10 derniers mois. Alors, on a d'abord essayé de définir les contours de notre mandat, puisque cette commission, elle a été créée. Il faut rappeler un premier point, c'est qu'elle n'a pas forcément une vocation pérenne, par défaut. Elle doit rester un guide pour l'action, elle doit rester un lieu où on travaille pour préparer le futur. Si à un moment donné, on n'y arrive plus, si on a épuisé le champ de la réflexion, on n'en est pas encore là,
on se posera la question de savoir si cette commission doit encore exister. Pour l'instant, on se dit, on a un mandat qui est à durée déterminée, essayons de le remplir pleinement. Et tout ça pour alimenter les réflexions, le positionnement des autres commissions. Notre idée, ce n'est pas d'être les experts en futurologie ou en prospective des infrastructures de mobilité, c'est bien de vous aider, vous, dans vos plans d'action qui ont été exposés dans les vidéos et pour certains ici à la tribune. Alors, j'en viens maintenant à l'étude Chronos. Je ne dévoilerai pas l'ensemble des résultats de cette étude pour la bonne et simple raison, enfin il y en a même deux, des raisons. D'une part, cette étude, elle n'est pas encore complètement terminée, elle n'est pas finalisée, et puis d'autre part, vous allez avoir la rédactrice de cette étude qui va, dans la deuxième partie de cette matinée, vous en présenter la substantifique moelle. Donc je vais juste vous présenter ce que moi j'en ai retenu, et quand je dis moi, je me fais le porte-parole des membres de la commission. Chronos, c'est un cabinet d'études et de prospective connu sur la place pour sa capacité à anticiper les changements d'usage. Et on est allé les voir en leur disant, finalement, dites-nous quels sont les nouveaux usages de mobilité auxquels on peut s'attendre d'ici 2030. Et puis, au-delà du décryptage de signaux faibles, de tendances, essayez de nous aider à imaginer tout ça de façon partenariale avec l'ensemble des acteurs de la mobilité, et tout ça en identifiant certes des sujets de consensus, mais aussi des sujets de dissensus. On n'est pas là pour être des bénis oui-oui, on veut essayer de poser le jeu de façon honnête intellectuellement. Tout ça pour envisager de nouvelles formes de partenariat et d'alliance. On est un des acteurs de l'écosystème, on doit prendre notre place, on doit l'assumer, mais on ne pourra pas le faire tout seul. Et c'est vraiment ce qui a guidé le travail jusqu'ici. Alors, les enseignements majeurs, il y en a plusieurs. Quand on est sur ces questions-là, sans vouloir être un devin, on voit des révolutions d'usage, la mobilité partagée, la mobilité comodale. J'en avais parlé l'an dernier quand vous m'aviez fait l'amitié de m'inviter à la table ronde. Bon, il ne faut pas confondre l'arbre et la forêt. Rappelons quand même un chiffre, c'est qu'aujourd'hui, dans les déplacements domicile-travail, 75% des Français utilisent leur voiture. Bon, c'est un fait majeur. Ce fait majeur, il n'est pas prêt de changer d'ici 2030. Néanmoins, même avec ce fait majeur, ce fait massif, on peut penser et on voit émerger des tendances sous la forme de signaux faibles, mais qui vont perturber la commande publique, puisque la commande publique, elle est souvent plus attentive à ces signaux faibles qu'aux faits massifs. Et donc, c'est ça qu'on a voulu mettre en avant. Alors, avec quelques enseignements dont je vous livre une liste, non pas à l'après-vert, il y a 6 points, donc ça va aller assez vite. Premier point, c'est finalement le développement d'infrastructures cyclables à grande échelle. Le vélo, les objets de glisse urbaine, tout ça, ça transforme le paysage urbain. Et finalement, même au-delà des territoires urbains, il va falloir, à un moment donné, qu'on s'adapte à ça en arrivant à construire des infrastructures qui acceptent la coexistence des modes de déplacement, et en particulier des modes cyclables. Deuxième point, des hubs intermodaux. C'est un point sur lequel on revient souvent, finalement. L'autosolisme, c'est terminé, ou il faut que ce soit terminé, etc. Tout ça, c'est bien gentil, mais ça ne peut fonctionner que si on permet la diversification des modes. Et cette diversification, elle a une conséquence physique, c'est la création de hubs, de lieux dans lesquels on peut déposer sa voiture pour prendre un autre mode. Et c'est une réalité particulièrement importante dans les territoires périurbains, voire ruraux. Un autre point sur la transformation des espaces publics, vous le savez, on va d'ici 2030 diminuer par 2 le stationnement sur la voirie. Ça va faire de l'espace libre. Cet espace, il va devoir être réalloué pour d'autres usages. Il va falloir peut-être aussi penser sa modularité ou sa réversibilité dans le temps, le jour, la nuit, en période festive, en période normale d'activité.
Là derrière, ce qui se pose comme question, c'est celle du partage sécurisé et sécurisant de l'espace public. Et là, on a une partition qui est toute trouvée en signalisation, en équipement de la route, en infrastructure pour des voies dédiées. Autre point, la régulation dynamique des flux. Il va falloir aménager les infrastructures pour privilégier certains modes, à temps plein ou à temps partiel, avec éventuellement de la priorisation systématique ou à certaines heures, ou en fonction du trafic pour les véhicules partagés. On en parle, on met en avant des expérimentations dans d'autres pays. Tout ça, ça va revenir en boomerang chez nous. Aujourd'hui, on en est au stade de l'expérimentation. En 2030, ça fera partie complètement du paysage. Et puis les autres points, bon, c'est bien sûr arriver à faire entrer dans la tête de tout le monde que la route est un vecteur de mobilité, mais aussi le support d'autres services, le support de services énergétiques, par exemple, c'est la voie de diversification que certaines des entreprises ici représentées ont prise. On peut imaginer d'autres types de services, c'est-à-dire que la route est au cœur de toutes les mobilités, la route est au cœur de la vie de nos concitoyens. Et par là, on ne dit pas simplement qu'elle permet d'aller d'un point A à un point B, elle offre d'autres services simplement que la mobilité. Et ça, c'est ressorti très clairement comme une attente de la part des gens que nous avons interrogés dans le cadre de cette étude avec Chronos. Et puis le dernier point, j'en parle pas parce que c'est tellement la tarte à la crème que vous m'attendiez là-dessus, évidemment. Le véhicule autonome, on ne sait pas si 2030 sera vraiment l'horizon pertinent pour l'arrivée du véhicule autonome. Toujours est-il que la technique aujourd'hui, même si elle n'est pas complètement finalisée, elle va progressivement permettre à ce type de véhicule d'exister sur l'espace public. Il va falloir lui faire une place. Et sans doute que ça va être en biseau, en transition, ce qui est d'autant mieux parce que ça va permettre de penser une échelle de travaux installée dans le temps, graduelle, donc tout à fait pertinente pour nous. Voilà, en quelques mots, les contours de cette étude dont vous allez avoir une présentation beaucoup plus détaillée dans quelques minutes. Okay.